Ce qu'on fait aujourd'hui à l'équipe Matériaux Durables, c'est vraiment donner de la valeur aux déchets, d'essayer de trouver des alternatives aux produits qui posent aujourd'hui problème. On a créé le besoin pour des matériaux qu'on n'avait pas besoin. Quelqu'un qui va venir me dit, bien, écoute, j'ai un très beau matériau, mais par contre, j'ai vraiment des problèmes sur le raw matériel. Donc, on va remonter cette chaîne de transformation et de mise en œuvre et essayer de réfléchir à des alternatives, comment on peut moduler, comment on peut changer. Donc, on essaye de voir l'utilité pour la société au sens large. Je ne suis pas là pour vendre la science, je suis là pour créer un impact sociétal. Un instant, chères auditrices et auditeurs, avant de vous présenter l'épisode du jour, place à notre sponsor de cette saison 2, Bforge. Bforge, qui s'appelle B-6 Forge, est une entreprise française spécialisée dans l'innovation en industrie circulaire en soutenabilité forte. Que vous soyez une start-up en pleine croissance ou une entreprise bien établie, Bforge est là pour vous aider à agir avec un maximum d'impact en y consacrant un minimum de temps. Et là, je vous vois arriver, vous allez me dire, un instant Mike, comment je peux faire pour contacter Bforge et participer à ce mouvement de consommation durable et responsable autour des plastiques? Ne vous inquiétez pas, nous allons voir ça ensemble. Bforge propose le programme Activez vos pouvoirs, moins de plastique. Alors c'est un programme ultra complet dont je fais partie des premiers pionniers, donc c'est-à-dire des premiers adhérents en tant que professionnel. Activer vos pouvoirs, moins de plastique, c'est rejoindre une communauté qui encourage la sobriété dans l'usage des plastiques et l'adoption de pratiques durables. En participant, vous contribuez à des actions de remédiation réparatrices à impact avec moins de plastique polluant la biosphère. Dans le même temps, vous développez visiblement les engagements de votre entreprise auprès de vos clients et partenaires. Comme vous le savez, à titre personnel, je suis très impliqué dans les matériaux plastiques et tout ce qui tourne aussi au domaine des polymères. Donc moi j'ai réalisé ma thèse dans les matériaux polymères haute performance renforcés en fibre de carbone pour des applications aéronautiques et également moi je suis facilitateur de la fresque du plastique, donc c'est vraiment quelque chose qui me porte à cœur cette thématique. Dans mon cas, j'utilise le programme Moins de plastique pour me tenir au courant des actualités, notamment autour du plastique, et cela m'évite de perdre du temps à chercher en me posant des questions, et la question fatale, en fait, finalement, on se le pose toujours, est-ce que l'info est fiable ou non? Donc ça, c'est super important de pas se la poser et se dire qu'on est vraiment ici avec un contenu de qualité. Et également, j'ai accès à une communauté, donc la communauté Moins de plastique. Donc c'est une superbe communauté, ça permet d'échanger et c'est vraiment, vraiment top. Donc je vous invite vraiment, si le plastique vous tient à cœur, notamment son utilisation, à vraiment adhérer à cette commune. Vous allez voir, c'est incroyable. Vous allez voir, le programme Moins de plastique vous propose 3 formules. Micro, méso et macro. Ces 3 formules correspondent finalement au taux de remédiation que Bforge va financer via votre engagement au programme. Également, avec Bforge, le podcast vous a fait une surprise. Si vous regardez cet épisode en vidéo ou que vous l'écoutez, dans la description, vous allez avoir également un lien qui est vraiment destiné aux solo-entrepreneurs qui souhaitent s'engager autour de ces thématiques du plastique et de la remédiation de ce matériau. Vous allez voir, c'est un lien qui vous emmène vers le programme avec une réduction pour vous. Également, j'ai 2 informations à vous communiquer. La première, c'est par rapport au nombre de places qui est disponible dans ce programme. Il y en a uniquement 300, donc si vous êtes une entreprise engagée, que vous souhaitez vous investir dans un programme RSE, responsabilité sociale des entreprises, sur la thématique du plastique et de sa remédiation, ce programme, il est fait pour vous. Le deuxième est par rapport au type d'engagement. Donc vous avez bien vu, vous avez plusieurs types d'engagement pour accéder au programme Moins de plastique. Micro, méso et macro. Et si vous êtes un solo entrepreneur, vous avez accès au programme Nano et Nano Early Bird. Pourquoi avoir fait ces choix avec différents types d'engagement? Finalement, c'est pour vous donner la possibilité de vous engager au montant que vous souhaitez.
Le programme est le même et restera le même. C'est simplement votre engagement qui influencera sur le niveau de financement du plastique remédié. Tout simplement. Cela étant dit, on remercie Bayforge pour le sponsoring de cette saison de Drôme et Matériaux. Et maintenant, place à l'épisode. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dromia Matériaux, votre podcast qui parle de science, de matériaux et d'expériences humaines. Comme vous le savez, Dromia Matériaux, c'est un podcast qui a pour vocation vraiment de promouvoir la science dans le monde francophone. Et pour cet épisode en particulier, je vais avoir la chance de vous emmener de l'autre côté de la Méditerranée et on se connecte directement en duplex, comme on peut dire ça, en duplex au Maroc. Et j'ai le plaisir de vous présenter une personne incroyable, sans transition. Youssef, comment tu vas aujourd'hui? Je vais très bien, merci. Merci pour ton invitation, hein, pour ce podcast qui met en lumière la science en premier lieu, la science à la française, en francophonie, et la science à l'international. Et ça, j'aime bien. Euh, Merci beaucoup, Youssef. En tout cas, je suis très content de t'avoir ici avec moi dans cet épisode de Dromia Matériaux. Effectivement, hein, Dromia Matériaux, c'est ça, hein, c'est vraiment promouvoir cette connexion entre les mondes, les personnes qui parlent français, comme quoi le français n'appartient pas qu'aux Français, le français appartient à tous ceux qui le possèdent et qui le parlent. Donc c'est vraiment ça que je cherche à prôner là-dessus. Et pourquoi pas promouvoir également la science? Faut pas mettre tout en anglais quand même. oui, exactement. Bon, Exactement. super. Ben, je te laisserai écouter l'épisode Premier Matériau. On a eu la chance d'avoir quelqu'un du Canada et également. Donc, on a connecté outre-Atlantique cette fois-ci. Donc là, on va continuer avec ça outre-Méditerranée. OK, bah, Super. super. Ben, écoute, La rive sud de l'Europe aura sa chance aussi de s'exprimer. bien sûr, bien Mhm. sûr. Et il n'y aura pas qu'une, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. En tout cas, bah, merci beaucoup, Youssef. Écoute, je te propose de commencer en te présentant, en me disant qui tu es, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais. Et pour les plus jeunes, et je pense que c'est intéressant aussi de comprendre ton parcours, quel baccalauréat tu as fait, comment tu es arrivé, où tu es arrivé. Bon, ben, je suis, comme on dit chez nous, un pur Marrakchi, hein. Je suis né à Marrakech et j'ai fait mes études à Marrakech, mes études primaires, secondaires et une bonne partie de l'universitaire. Je rêvais, je suis un artiste inné, je rêvais d'être un architecte. Chose qui n'a pas pu aboutir par des concours de circonstances. Je me suis retrouvé, ayant réussi le concours de l'école d'architecture, l'ENA, je me suis retrouvé à rejoindre la gendarmerie, l'aviation de la gendarmerie comme gendarme pilote à la sortie de mon bac. Après un an, ben, je n'ai pas aimé parce que, comme je disais, un artiste aime bien la liberté et être dans un milieu que j'admire, hein, mais qui ne me convenait pas avec des contraintes Donc, j'ai rejoint l'université pour continuer mes études en physique et chimie. J'ai fait option chimie parce que j'ai retrouvé un certain art, une certaine magie dans la paillasse, dans le changement de couleur, quand on a commencé à faire les premières expériences de pH mètre, de dosage, certaine magie là-dedans, ben, ça m'a beaucoup attiré. Et pourtant, j'étais plus bon en physique qu'en chimie. Donc, j'étais trop bon en physique, maths, sciences optiques que dans la chimie. Mais c'est mon côté toujours artistique qui draw, qui m'emmène et qui m'a entraîné vers de la chimie. J'ai fait ma thèse en co-tutelle avec l'université Joseph Fourier, qui est maintenant l'université Grenoble, hein. Et après, je suis parti aux États-Unis comme étant research assistant professor à l'université North Carolina State University, département of Wood and Paper Science à l'époque, et maintenant qui a changé le nom, il s'appelle Forest Biomaterials. Et après, j'ai rejoint l'Europe, je suis rentré
pour travailler en Belgique au service des matériaux polymères sous la direction du professeur Philippe Dubois, qui est le recteur de l'université aujourd'hui. Et puis, pendant 10 ans, j'ai travaillé au Luxembourg Institute of Science and Technology avant de répondre à l'appel de mon pays natal. Donc, j'ai été voilà, contacté pour pouvoir rejoindre cette belle aventure de l'université UM6P qui se veut être un hub de l'innovation, de la recherche et de l'éducation en Afrique, pour l'Afrique et par l'Afrique. C'est une très belle expérience, c'est une très belle initiative et pourtant j'avais sur la table euh, deux autres opportunités aussi merveilleuses, une au Canada et en Angleterre. Et j'ai choisi de reprendre et de participer à cet élan de développement, du capital humain, hein, en premier lieu, que l'université UM6P a pour mission. Voilà, ça c'est un petit aperçu de mon parcours. Je ne dirais pas que c'était beau et, euh, et parsemé de fleuris, quoi. Mais c'était plutôt beaucoup de challenges, de hauts et de bas, comme la vie, hein. J'aime bien mon côté artistique, j'aime bien l'illustrer comme un vélo. Un vélo, pour pédaler et avancer, il y a toujours une jambe en haut, un pied en haut, une pédale en haut, une pédale en bas. Donc, rien n'est jamais aligné. Et que s'ils sont alignés, c'est qu'il y a un problème. Euh, Je comprends bien. Non, mais c'est voilà. super chouette. C'est super chouette d'avoir pu finalement répondre à cet appel à projet, enfin cet appel à projet, plutôt cet appel en tant qu'enseignant-chercheur, c'est ça, pour l'université. Et effectivement, promouvoir la science dans d'autres continents et ne pas toujours focaliser sur le même centre, ben, ça fait que c'est une bonne opportunité pour tout le monde et également pour la science en elle-même. C'est-à-dire qu'on met plus de personnes, plus de modèles, plus de visions différentes au nom de la science. Et dans un sens, ça nous amène une science beaucoup plus pluridisciplinaire, pluriculturelle, j'allais dire spirituelle au sens je n'ai pas le mot, mais je voulais dire finalement plusieurs pensées différentes. Donc, bon, ça rejoint la spiritualité, on va dire, une sorte de forme de spiritualité. Donc, effectivement, ouais, c'est plutôt cool, en fait, d'être précurseur de ce mouvement. Et j'allais te poser une question, et finalement, on va rester encore dans ton côté artistique. Qu'est-ce qui t'a amené à faire de la science? Euh, Ce qui m'a amené à faire de la science, c'est ma soif pour le savoir. Depuis tout petit, mon grand-père était comment on dit ici, un scholar, un alim, des sciences théologiques et religieuses. Et il voulait que je sois aussi. Donc, je l'accompagnais beaucoup, j'étais toujours avec lui. Donc, bon, j'ai eu une enfance assez, pour des raisons de santé, extrêmement difficile, euh, que je le vois au jour d'aujourd'hui avec du recul comme étant mon précurseur. C'était plus euh, quelque chose de négatif, mais c'est mon précurseur à ma soif à la lecture, à étendre mon savoir-faire. Et ben, étant dans la lecture de la science, j'étais très attiré par les percées qui ont fait les scientifiques arabes dans les sciences exactes, hein, dans les sciences chimiques, dans les sciences mathématiques, surtout en se baladant dans la vieille ville de Marrakech, quand on passe par la maison de Ibn Benna al-Morrakouchi, qui est un grand mathématicien, on passe par la maison de Averroès, on est quand même imprégné par ce savoir-faire des sciences exactes. Et j'étais toujours, et je dirais, j'ai gardé cette attirance pour la science qui n'a fait que s'accroître au fil des années. Et comme je l'ai raconté, bah, j'étais plutôt un mathématicien, physicien, que je me retrouve dans de la chimie. Voilà, donc C'est cette fameuse dualité, hein, structure-propriété ou structure-activité que tu peux lier à la fois à la chimie et à la physique.
Alors, tu étais plutôt dans la propriété et tu as switché plus dans la structure alors. dans la structure. Ouais. C'est ce qui. Je dirais, quand je parlais de la science aussi théologique et religieuse avec mon grand-père, on était plutôt vers la création, puis vers la propriété maintenant, je dirais vers la structure, comme tu as pu le dire. Mais c'est cette attirance, et d'ailleurs, vraiment, c'est vraiment le, le- en lisant et puis en confrontant mes idées, mes lectures à ce qu'ils ont pu faire les grands scientifiques arabes, que ça m'a... J'ai dit, bon, ben tiens, il n'y a pas que ça dans la vie. En fait, il faut peut-être aller voir d'autres sciences, voir contribuer autrement au développement de l'humanité. C'est pas que... Voilà, donc... et puis, je me suis retrouvé, vraiment, il y avait ben, ce background de la science pure, de la science pure, et ce côté artistique qui a fait et je suis toujours attiré par les choses magiques, quoi, les choses où il y a de la magie derrière, il y a de... Hein. Je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait. Et finalement, tu sais, on se retrouve après réflexion. Moi, ça m'arrive pas mal de fois où je me pose la question, où je lis un peu le spirituel, j'allais dire à la physique, à la chimie, donc aux sciences. Et c'est vrai qu'on part tout de suite dans de la métaphysique ou de la métascience ou peut-être un côté un peu d'épistémologie. Je pense qu'on y reviendra finalement ça vers la fin de cet entretien. Mais je pense que c'est pas dissociable parce que finalement la science, c'est une interprétation à l'instant T d'une compréhension de l'homme et forcément l'homme, malgré qu'il souhaite enlever une forme de prisme qu'il a pour pouvoir comprendre la science, ben néanmoins il l'a toujours et son ouverture d'esprit fait qu'il est capable d'adapter ou de comprendre des discours qui n'est pas le sien. Et je pense que c'est très intéressant en fait. C'est très intéressant de pouvoir avoir cette ouverture d'esprit pour finalement contrer ce fameux prisme qu'on peut avoir par rapport à des phénomènes qu'on observe. Et donc effectivement, ça demande une ouverture d'esprit. Et je te rejoins là-dessus, Youssef, vraiment beaucoup, je te rejoins. On a eu l'occasion d'en discuter, donc on en discutera un peu plus autour de cet épisode. Ce que je te propose, Youssef, c'est que d'introduire finalement, de nous introduire ta thématique de recherche, ce que tu fais à l'université, et je te donne la parole. Je t'en prie, Euh, dis-nous tout. ben, en fait, ce qu'on fait aujourd'hui à l'équipe matériaux durables, c'est vraiment la conversion. En fait, donner de la valeur aux déchets, donner de la valeur aux choses qui n'ont pas de valeur. Donc, c'est d'essayer euh, de trouver des alternatives aux produits qui posent aujourd'hui problème. Je suis un chimiste organicien à la base, je suis un polymère chimiste à la base, donc je fais de la chimie des polymères. Donc ma recherche est plutôt orientée vers tout ce qui est carbone, tout ce qui est chimie du carbone. Donc les matériaux comme les polymères, les plastiques, qui posent énormément de problèmes aujourd'hui parce qu'ils sont synthétisés à partir des dérivés de pétrole. Et on essaye au jour d'aujourd'hui de s'en éloigner. Euh, L'alternative à ça, bah, c'est le carbone renouvelable qui vient de plusieurs sources. Bah, il y a le dioxyde de carbone qui est dans l'atmosphère qu'on essaye de convertir à des produits chimiques, et des déchets du plastique lui-même, hein, de pouvoir les recycler et d'en faire de leur donner une deuxième vie, voire une troisième, voire une quatrième, voire à l'infini, pourquoi pas. Et aussi d'utiliser les sources, les ressources de biomasse, en fait, tout ce qui est déchets biologiques, hein, déchets agricoles, déchets de l'industrie agroalimentaire, déchets des textiles, en fait, tout ce qui est biomasse. Et sans pour autant rentrer en compétition avec la chaîne alimentaire, ça c'est très, 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 très important. C'est vraiment les choses aujourd'hui n'ont aucune valeur ni alimentaire. Ou quand je parle alimentaire, aliment pour le bétail, aliment pour l'humain. Et tout en restant dans une éthique d'utilisation et de perception par la société. Donc ça, c'est vraiment... Et nos domaines d'application s'étendent... on met à la disposition notre savoir-faire euh, pour plusieurs domaines d'application. Aujourd'hui, on attaque les challenges de l'Afrique. Euh,
en plus de la formation du capital humain par le biais de la recherche, en termes d'application, ben, c'est l'utilisation respectueuse et modérée de l'eau, des ressources de l'eau, deviennent de plus en plus une denrée rare en Afrique, surtout en Afrique subsaharienne. Euh, des, des problématiques liées à l'énergie. Euh, je ne produis pas de l'énergie, je ne développe pas de recherche pour la production de l'énergie, mais on contribue par la fabrication de composants qui rentrent dans la chaîne de valeur énergétique, que ce soit des polymères pour les batteries, que ce soit des polymères pour le photovoltaïque, que ce soit des matériaux qui rentrent dans les différentes composants, par exemple le stockage de l'hydrogène dans des tanks à plastique, euh, ce genre de recherche. Et l'autre composant auquel on contribue, on dit toujours que l'Afrique est le berceau de l'humanité, et c'est là où on va y retourner, c'est vers lequel on va y retourner peut-être dans quelques années, peut-être dans le futur très proche, mais en termes de basket alimentaire, en fait, de panier alimentaire, l'agriculture est dans la ligne de mire, dans tout et tout. Et d'ailleurs, c'est ça qui m'a énormément plu dans l'université. Derrière l'université, il y a le groupe OCP, l'Office chérifien des phosphates, qui se donne comme mission d'être le player dans le domaine de la sécurité alimentaire, parce que c'est le plus grand producteur de fertilizer. Donc, cette production de fertilizer fait que sa mission et sa déontologie et son DNA est orienté vers contribuer à la sécurité alimentaire mondiale, pas que marocaine ou africaine, par le biais de mettre sur le marché des engrais avancés, des engrais de très haute qualité, et maintenant avec une utilisation optimale et optimisée. Et donc, nos recherches aussi sont orientées vers cette mission noble qui se veut l'université et l'OCP. Effectivement, j'allais te poser cette question. Quels sont les enjeux globaux de la problématique sur laquelle tu traites? Donc là, effectivement, tu nous as évoqué beaucoup de problématiques, notamment tout ce qui est les matériaux durables, hein, ce que je vois, la chimie via le carbone. Donc effectivement, tu travailles beaucoup. C'est vrai que tu travailles beaucoup sur les polymères organiques, pas inorganiques. Le Oui, silicium, oui, tout ça, tu n'y travailles pas, non, n'est-ce pas? non, non. Les silicones, tout ça. Ouais, effectivement. Je rebondis sur un point. Effectivement, j'ai noté l'utilisation du carbone dans l'environnement. Je t'invite vraiment à regarder le premier épisode de la saison 1 de Dormir Matériaux, où on a OK. parlé avec Nizami, qui, qui traite finalement toute la notion de la synthétisation des MOF, qui permet de capter les molécules de CO2. Donc c'est super intéressant, je t'inviterai à l'écouter. Et également, bah, là, tu m'as parlé sur des thématiques qui me portent à cœur, notamment moi le plastique, c'est quelque chose je suis militant, quoi, je milite. Mais attention, je milite pour la bonne utilisation de ce matériau. J'ai fait mes gammes dans les polymères, je sais ce que c'est. Je suis de la maison et je milite pour leur bonne utilisation. Utiliser le plastique, oui. À bon escient, oui. Au bon endroit, oui. Mais pas pour de l'hérésie. Oui, Donc effectivement, exactement. on est bien d'accord là-dessus. On ne peut pas Et se passer, on se mentirait si on se dit aujourd'hui on peut se passer du plastique, et on se mentirait si on dit, au jour d'aujourd'hui, les gens évoquent par exemple la bouteille papier, bon, qui à un moment donné était en vogue, mais quand on regarde un petit peu son life cycle assessment, quand on regarde, on compare à une bouteille de plastique, ben, en fait, c'est pas le bon choix. Il vaut mieux qu'une bouteille de plastique, une bouteille en papier, étant donné tous les ingrédients qui sont mis dedans. D'ailleurs, c'est là où la force la double force de ce SMAT et de l'université UM6P et le fait d'être en Afrique, c'est que euh, on essaye d'éviter les erreurs qui ont été commises par ailleurs. Ça, c'est très important. On essaye d'apprendre des leçons, des erreurs, et de tester de nouvelles technologies qui sont, entre guillemets, vierges, et qu'on n'a pas pu, peut-être pour des raisons de compétitivité, pour des raisons de législation, on n'a pas pu mettre en place dans d'autres pays européens ou développés, quoi. Et, et c'est pour ça que dans la démarche de ce SMAT, on vise que sur aussi de la chimie durable, que pas que le matériau durable,
mais même les process, les mécanismes, les réactions chimiques, tout ce on y pense vraiment cradle to cradle, du verso jusqu'à verso. Donc, on essaie vraiment de couvrir que ce soit sustainable pour qu'on puisse laisser une planète digne d'une planète à nos enfants. Il y a une future génération. Je suis bien d'accord. Effectivement, on loue la planète de nos enfants. C'est essentiel. Effectivement. Et je rebondis sur ce que tu disais, j'allais dire encore effectivement, comme quoi, ça y est, c'est mon nouveau mot. Mon nouveau mot. Dites-le en commentaire combien d'autres fois j'ai dit effectivement dans le podcast. Essayez, ça fera peut-être un petit jeu à l'écoute. Non, plus sérieusement, euh, effectivement, cette approche de matériaux durables, j'ai plusieurs questions qui me viennent à l'esprit, notamment. Donc toi, tu agis beaucoup donc en amont, c'est-à-dire vraiment sur la structure. Tu agis beaucoup plus sur la chimie de ce que tu produis, ou est-ce que tu agis également sur la notion matériaux? C'est-à-dire, dès que tu as mis en place ton objet, tu réfléchis beaucoup plus sur la fin de vie, sur ces choses-là. Comment tu On organises essaie, ta recherche? on essaye. Ouais. Moi, quand je présente notre value proposition, je ne la présente pas d'une façon linéaire, c'est-à-dire on part de la biomasse jusqu'au matériau. Je la présente d'une façon circulaire. Et dans la façon circulaire, c'est-à-dire je commence par le raw materials, le process et les matériaux, les propriétés, jusqu'à l'acceptance, jusqu'à fin de vie, d'une façon très cyclique. Pourquoi? Parce que on a une vocation d'intervenir là où on en a besoin. C'est-à-dire aujourd'hui, si j'identifie un matériau qui est en utilisation ou un industriel me contacte parce qu'il y a un matériau ou, par exemple, le procédé qui est problématique. Ce n'est pas la matière première, ce n'est pas les propriétés. Donc, on va travailler sur comment améliorer le procédé, le rendre plus durable et sustainable. Au jour d'aujourd'hui, quelqu'un qui va venir me dit, bien, écoute, j'ai un très beau matériau avec de très bonnes propriétés, une fin de vie qui est acceptable, mais par contre, j'ai vraiment des problèmes sur le raw matériel. Donc, on va remonter cette chaîne de transformation et de mise en œuvre jusqu'au matériau, le raw material, en fait, la matière brute, et essayer de réfléchir à des alternatives, comment on peut moduler, comment on peut changer voilà. C'est pour ça que nous, il n'y a pas d'intervention sur le matériau, mais j'ai quelque chose, quelqu'un qui vient me dire, j'ai ce matériau-là, qui, à horizon 2023, va être banni. Donc, c'est parce qu'il y a un problème sur fin de vie. Donc, on va essayer de remonter, trouver des alternatives. Soit en gardant les procédés, généralement, c'est ce qu'on essaie de faire, surtout quand c'est des produits qui sont sur le marché, avec des industriels. C'est que les industriels, ils vont pas démanteler une usine et remonter une usine toutes les 5 minutes. Voilà, on essaie de travailler avec les procédés, donc on essaie de remonter pour pouvoir trouver des alternatives ou fine-tuner la structure ou voir ce qu'on peut faire pour rendre cette veine de vie acceptable et essayer d'éviter d'être banni à horizon tel. Voilà, c'est pour ça que un jour, je te présenterai cette value proposition, ce qui est assez original de la présenter d'une façon très circulaire. Nous, on est là au service de la société pour intervenir là où il faut. Bah écoute, avec plaisir, Youssef, avec plaisir. Et ça, c'est un petit clin d'œil finalement à l'épisode 8, si je dis pas de bêtises, de Drôme et un matériau avec Sylvain Caillol. On t'embrasse, Sylvain. Effectivement, il y a la même chose, la même approche, la même façon de penser pour pouvoir agir sur finalement un process et la mise en œuvre d'un matériau. Donc effectivement, c'est très, très, très intéressant. Et c'est très bien d'avoir cette vision, hein. Franchement, je te félicite, ça, Youssef, sur cette vision. Hum, la vision de ne pas avoir une conception de chaîne de valeur linéaire, mais plutôt circulaire, plutôt, j'allais dire localisée, tu sais, vraiment à intervenir point par point. Donc ça, c'est vraiment très, très, très intéressant parce que ça donne finalement une certaine flexibilité dans tes recherches. Savoir intervenir, dire, tiens, il faut que j'intervienne sur la matière première, donc le raw material, ou alors effectivement sur le procédé ou sur le matériau, sa phase d'utilisation, comment il va être utilisé, ou comment il ne devrait pas être utilisé si on change finalement certaines propriétés parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'il faut s'adapter. Et ça pose une réelle question aussi sur l'utilisation. Parce que
On peut avoir des partis pris, hein. Moi, j'en ai un, je vais le dire au cours de cet épisode. Je reviens, il y a une polémique en ce moment sur la paille en plastique. Et, euh, et on revient aussi sur cette notion de dire, bah non, la paille en papier, c'est pas bien, mais à juste titre, comme tu l'as évoqué, notamment pour les bouteilles. Pourquoi? Bah parce que finalement, on est face à un polymatériau, parce que finalement, il est constitué de plusieurs couches, qui donne des difficultés dans la phase de recyclabilité de ce type de procédé, qu'un plastique seul, bah, finalement, il est beaucoup plus simple, surtout si on tend plus avec un polymère vierge en polymère vierge, attention, je ne parle pas en termes de matière première neuve, je parle le fait que le polymère, alors c'est peut-être pas le bon mot, mais je parle le fait que le polymère est seul avec le moins d'additifs possible pour lui permettre qu'il soit plus monomatériau, donc mieux recyclable. Donc tendre vers cette approche, effectivement. Mais où je voulais souligner, et tu vas me voir arriver, c'est que des fois, est-ce qu'on on ne devrait pas changer notre utilisation? Et là, je reviens encore sur cette paille en plastique, c'est à quoi ça sert une paille? Tu vois, revenir à la définition d'un produit qu'on a développé qui finalement n'apporte pas grand intérêt. Et pourquoi alors se donner des problématiques matériaux autour de cette paille, sachant qu'elle-même, son existence, elle peut être remise en question. Donc, je pense que ça aussi, c'est le rôle vraiment de nous, apprenants. Alors, je dirais pas expert, tu es expert pour moi, Youssef, mais je sais que tu vas aimer si je te dis que tu es un apprenant de la matière parce que tu apprends tous les jours et que tu vas toujours, tous les jours, à renforcer tes compétences et ta vision du monde matériau. Donc, en tant qu'apprenant de la matière, effectivement, c'est notre combat aussi de ne pas utiliser la matière dans des applications qui peuvent être des hérésies qui n'ont aucun sens. Que penses-tu Exactement. de cette Je, pensée? je te rejoins à 200% sur ce point. Je pense que le problème, c'est un problème d'éthique en marketing. On a créé on a créé on a créé le besoin pour des matériaux qu'on n'avait pas besoin. Et d'ailleurs, euh, crois-moi, Mike, j'allais te dire quand tu as posé la question de la paille au début, j'ai dit, mais en fait, le plus sustainable, c'est qu'on revient à avant la paille. On retourne à avant la paille. Pourquoi pas? Parce que pour moi, je l'utilise pas. Franchement, je l'utilise pas. Donc, et encore, en fait, même notre façon de consommer, notre façon de voir les choses, est-ce que c'est pas ça le problème? Et ça, c'est plus un problème de chimie ou problème de physique ou problème de matière première. C'est problème d'éducation à la base et problème aussi de marketing et de loi de marché. Parce qu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, à ce qu'on fout en l'air des denrées alimentaires rien pour garder les cours stables, ça, c'est quand même un problème éthique à l'échelle humaine, à l'échelle de l'humanité. C'est on est devenu trop carnivore en termes de ressources. Donc, je pense que la première chose auquel on faudrait, d'ailleurs, moi, je suis un adepte et un militant pour une utilisation raisonnée déjà à la base. Tu trouveras jamais chez moi, et Sylvain, mon ami Sylvain peut en témoigner, on se connaît depuis une vingtaine d'années, des choses futiles qui n'ont pas d'utilisation. Pas de cave, pas de stockage, à part mes timbres, hein, écoutez, à part mes timbres, le reste, non. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Mike, qu'il faudrait peut-être revenir à ces petits gadgets qu'on utilise par-ci, par-là, à peut-être. Euh, et c'est pas problème, parce que bon, les gens disent, ah, mais c'est parce que c'est les policy makers, il faut qu'on mette les lois. Non, il faut qu'on mette l'éducation en premier. Il Je faut suis qu'on tout à mette fait d'accord. l'éducation. Ouais. Je suis tout à fait d'accord. C'est vraiment une éducation, une façon de fonctionner. Et on se rend compte beaucoup. Moi, j'ai eu l'expérience plusieurs fois hein, lors de covoiturage, des choses comme ça. On m'a parlé beaucoup et j'en parle beaucoup au travers de mes épisodes du podcast Dromia Matériaux où on me disait est-ce qu'il n'y a pas toujours une solution, un nouveau matériau qu'on peut inventer, tout ça, tout ça. Et moi, à chaque fois, je venais dans ces discussions, je me disais, notamment c'était pour un sac, hein, le sac Kaba, ou sac en plastique. Il dit, mais comment vous le consommez? Comment vous l'utilisez? Et, et à chaque fois,
tu sais, les personnes, je pense que ça a dû te faire aussi ça, Youssef. Les personnes, ils te regardent un peu et ils te disent, mais pourquoi, en gros, c'est pas la science qui va répondre? Non, 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 du tout. C'est toi, c'est ton mode de consommation qui va répondre. C'est pas la science. La science, elle va pouvoir, finalement, on peut trouver une solution d'une solution d'une solution d'une solution. Mais comme pour revenir à la paille en plastique, il vaut mieux l'arrêter. Oui. Pourquoi se Ben, cacher comme, la tête à trouver des solutions? En fait, cet objet n'a aucune utilité. Et ben, l'utilisation de matières premières pour cet objet n'a encore moins d'utilité. tu vois, tu redonnes encore l'exemple de revenir à de l'avant. Là, tu parles du sac plastique, hein, le sac plastique qu'on donnait au supermarché. On a beau publiciter les sacs biodégradables, les sacs. Est-ce que tu n'as pas remarqué que ça a disparu? Parce que les industriels se sont rendus compte que finalement, ça ne résout absolument pas le problème. Ça même le complique d'autant plus parce qu'on est en train de puiser dans la matière première, surtout le sac plastique, c'était essentiellement fait à base d'amidon, hein, c'était le- le fameux sac, le fameux polymère, hein, comment il s'appelle, qui est 50% d'amidon, qui est biodégradable. Ah, bref, et sa Non, partie. c'est pas grave, Et, il et, n'y a pas de euh, problème. et après, bon, on a évolué vers le PLA, on a évolué vers plein de choses, mais ça a compliqué parce qu'on pensait qu'un sac plastique, en fait, ça nécessite quand même une collecte bien précise, même s'il est biodégradable, même si on peut le recycler, même si ça nécessite, et qui était absolument pas faisable. Donc, ça s'est retrouvé avec les sacs plastiques, ça se retrouvait dans des endroits où on ne devait pas le retrouver. Donc, là où il n'est pas biodégradable, parce qu'il est biodégradable sous certaines conditions, donc, du coup, bah, ils ont commencé à faire des marches arrière et revenir en arrière parce que le coût aussi était très, très important et puis disparu. Et puis, qu'est-ce qu'on a fait? On est revenu au sac unique. On est revenu avant les années 50 et 60, avant la découverte des sacs plastiques, que chacun ait son panier avec lui, qu'il fasse ses courses et les met dedans. Et je suis content de retrouver, surtout ici au Maroc, des vieilles, ce qu'on appelle le goufa, en fait, le panier que ma mère, ma grand-mère utilisaient. Ben maintenant, ils sont à la mode, plus sexy, plus design, plus... voilà, ça fait plaisir de voir que les gens aussi jouent le jeu. Et je pense que c'est exactement ce qu'il faut faire pour certains autres gadgets, pour certaines utilisations. Pourquoi pas revenir à la source, revenir à nos origines? Tout à fait, Mm. tout à fait, tout à fait. Et je continuerai là-dessus. C'est vraiment, c'est vraiment une éducation au sens où on a remarqué que, tu sais, tous ces consommables qu'on crée, des fois on le crée parce qu'on n'a pas le temps ou on n'y pense pas. Notamment quand tu prends le sac en plastique. Bon, c'est vrai on a fait une petite parenthèse sur ce sac en plastique, mine de rien. Mais si tu prends ce sac en plastique, qu'est-ce qui fait que finalement tu l'as tout le temps? Parce que tu oublies toujours ton sac. Mm. Tu vois? Tu as toujours en fait cette notion, on n'a pas encore réintégré la notion de d'apporter ses propres affaires finalement pour avoir une consommation plus durable. Et finalement, mais je rebondis encore là-dessus, est-ce que c'est pas la société qui nous pousse ça au sens que finalement on n'a pas le temps? On n'a pas le temps, des fois on court tout le temps partout. Et, et si on aurait une société où plus calme, où on aurait le temps, peut-être qu'on penserait plus facilement à ça. Tu vois? Donc je pense que les enjeux de demain, et ça pourrait faire office d'un épisode de Drôme et Matériaux là-dessus, les enjeux de demain, notamment sur les emballages, toute cette conception-là, là on s'éloigne un petit peu des matériaux, on est plus sur la consommation. C'est vraiment un enjeu d'adapter finalement dans nos sociétés modernes les consignes, le renouveau de la consigne, comment l'adapter à notre façon de vivre, qui est une façon de vivre rapide. Et pour le coup, je prônerais le fait de revenir en arrière aussi, d'être plus cool. Mais est-ce qu'on y arriverait? Ça, c'est encore une autre question, mais c'est une question. Tu Oui, vois ce que je veux dire? oui, oui, je suis tout à fait d'accord. Tu l'as dit, c'est on est une société rapide. Rapide, je pense, c'est parce que la percée fulgurante qui a été faite dans les sciences de technologie de communication, Internet et tout. Je suis de la vieille génération, hein, les premiers lancements d'Internet, les premiers Windows, et j'atteste de la rapidité avec laquelle ce domaine a pu se développer plus que les autres sciences ont pu se développer d'une rapide.
au bout de 30 ans, on est arrivé à un développement vraiment fulgurant. Et ce développement-là a généré un flux d'informations, un accès à l'information extrêmement colossal il nous est demandé, demandé de, de- d'arriver, en fait, d'aller avec cette vitesse-là. Chose que, dans un premier temps, on n'arrivait pas à à faire la même cadence en termes de production de biens, de production de matériaux, de production même de savoir-faire, plus lente que le développement technologique, les technologies de communication. Et ça a entraîné, cette, se rabattre sur le plus facile, le plus rapide à implémenter, sans y réfléchir. Je pense qu'il est de notre devoir maintenant de prendre le recul. Et c'est là où, personnellement, j'ai peur avec le développement de l'intelligence artificielle, ce qu'on nous demande encore d'aller plus rapidement. L'intelligence artificielle est pour vocation de traiter le flux de données qu'on n'arrive plus à le traiter, nous, par notre cerveau et par notre intelligence. On veut l'automatiser pour pouvoir y extraire des données. Et, euh, et extraire des données, je veux bien, mais le mettre comme un outil de decision making, ça, c'est un peu dangereux. Effectivement. Et je refais encore une autopromotion. Je t'invite à écouter l'épisode 11 de Drôme et Matériaux avec Alphonse. Incroyable. Incroyable sur les datas et les données et comment les matériaux peuvent influencer ce domaine. Je t'invite vraiment à l'écouter, tu verras. Il est incroyable cet épisode. C'est tout ce qu'on vient d'évoquer là, finalement, on voit qu'on est quand même dans le monde de la matière encore. On est encore dans cette compréhension de savoir où utiliser le matériau au bon endroit. Donc c'est vraiment des questions qu'on se pose, hein. Et, et finalement, on peut peut-être nous dire qu'on a dévié un petit peu là dans l'épisode, mais non, parce que la matière, c'est une organisation, enfin le matériau plutôt, c'est une organisation de la matière à l'échelle humaine. Donc il évolue dans les mêmes règles que l'humain, que l'homme, dans la même temporalité, le même volume qu'il occupe. Donc c'est sûr que c'est un phénomène qui, s'il évolue dans le monde, dans la perception, le monde de la perception de l'homme, pardon, les atomes, c'est pas le cas, hein. Enfin, les atomes, on est dans le quantique, hein, les électrons dans le quantique, en l'infiniment petit, l'infiniment rapide. Ben, le fait que les matériaux, eux, évoluent dans le même niveau de perception, ben, forcément, ça devient un phénomène de société. Ça répond à une société. On est obligé d'interagir en tant que société. Et je viens maintenant à te poser une question. Par rapport aux matériaux durables, quelles sont les démarches que tu fais? Notamment, si quelqu'un vient te voir et te dit, Youssef, j'ai envie de bosser avec toi, euh, il faut que je développe quelque chose, un nouveau matériau, ou effectivement, tu vas lui dire tout ce qu'on a dit avant. Est-ce qu'il est vraiment utile ce que tu veux? Mais effectivement, on veut bosser avec toi. Comment ça se passe et comment tu mets en avant tes démarches pour développer des matériaux durables? En fait, je vais dire, c'est du cas par cas. Mais euh, si on prend quelqu'un qui veut travailler sur les matériaux, développer quelque chose, on va commencer par l'utilité. On va commencer par l'utilité, par... euh, je ne suis pas... je suis un adepte de think out of the box. Et je peux l'utiliser, think out of the box, sauf que, comme je t'ai dit, la quantité d'informations qu'on a aujourd'hui, on a du mal à délimiter le box déjà pour pouvoir penser out of the box. Donc on essaye de voir euh, l'utilité, l'utilité première, l'utilité pas l'utilité pour la société au sens large. Ce n'est pas par cette application pour cet industriel ou pour faire ce profil, même pour substituer, pour résoudre ce problème environnemental, mais son utilité pour la société en large. Je ne suis pas là pour vendre la science, je suis là pour créer un impact sociétal. Après, on décortique le matériau. S'il y a une utilité, on décortique le matériau. Est-ce que la première chose, une alternative existe? Où on y est en termes de performance, en termes de carbon footprint, de son empreinte carbone et toute la liste de la checklist qu'on peut évoquer
le procédé, le temps, l'argent, les ressources, voilà. Et si dans une ou plusieurs de ces propriétés, le matériau semble être performant ou plus que l'existant, ça, s'il y a un existant. Donc, on avance sur ce matériau. Si le matériau n'a aucun dans le checklist, que ce soit le procédé, que ce soit la chimie mise en avant, que ce soit, comme je l'ai dit, hein, dans la value proposition qui est circulaire, s'il y a rien où il est mieux, ben, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Vraiment, on revient toujours à l'utilité du matériau. C'est pas que euh, je pourrais, dans ma science, bon, je suis quelqu'un qui est plutôt orienté à applied science, je fais que de la science appliquée et de la science qui a de l'impact, mais ma curiosité de scientifique me pousse toujours à aller vers les choses plutôt fondamentales pour comprendre qu'est-ce qui se passe, le tenant et aboutissant de la chose d'un point de vue scientifique, d'un point de vue. Alors, s'il y a quelque chose de vraiment breakthrough, vraiment quelque chose qui est hors pair d'un point de vue scientifique, là, on fait abstraction sur ces éléments-là pour aller, et là, le but aussi, il est ciblé. C'est pour pouvoir servir la science. Donc, je sais que je vais servir la science, je vais contribuer au savoir scientifique basique de base qui n'a pas de... Et ça aussi, j'adore parce que c'est aussi un impact sur l'humanité qui est très important. On contribue à la science d'une façon très, très directe. Là, c'est une façon plutôt indirecte avec tout ce qui est impact socio-économique et tout. Mais là, donc, voilà, ça, c'est vraiment les deux clichés sur lesquels je travaille. D'accord, Youssef, d'accord, je comprends mieux. En termes de matériaux, notamment plutôt de matières premières, on va dire ça comme ça, je vais poser une question très centrée. Peut-être on peut la poser en deux temps. Ta vision plutôt monde par rapport aux matériaux et les matières premières utilisées, et la vision plutôt Maroc. Parce que pourquoi pas finalement aussi de se poser cette question-là, comme c'est ton domaine de prédilection également, ta zone de travail. Quels sont les matériaux les plus utilisés bah, tu vois, j'ai encore plusieurs questions à te poser dans la question. Je vais commencer par la première. Pas en parlant des matériaux utilisés, on va plutôt te parler de matières premières. Quelles sont les matières premières les plus utilisées, renouvelables, que vous avez au Maroc? Le Maroc est un pays très riche. Donc, en termes, on n'est pas un pays pétrolier ou gazier. Donc, malheureusement et heureusement, je ne sais pas si dans quel sens. Le Maroc est un pays très riche, riche en miniers. Donc, on détient quand même 70, entre 70 et 75% des réserves mondiales de phosphate. Donc, même si c'est une ressource qui est non sustainable parce qu'on épuise, et c'est pour ça que on essaye de faire une utilisation optimale et optimisée de la mine jusqu'au champ, c'est plus maintenant, c'est fini pour l'engrais massif et qu'on jette partout. Maintenant, c'est les engrais utilisés avec une certaine optimisation pour pouvoir prolonger la durée de vie qui est aux alentours de 250 50 ans des réserves existantes, mais si on peut le prolonger encore plus et pouvoir recycler ça. C'est un pays qui a vocation agricole, donc on a une vaste partie du pays est utilisée pour l'agriculture, donc on a des ressources agricoles importantes qui génèrent aussi des déchets qui sont mon premier intérêt. Un pays qui a plus de 3000 kilomètres de côte, donc la richesse halieutique aussi, elle est là, de la mer, avec toutes les richesses de la mer, les algues, tout ce qui est industrie du poisson et ce qu'elle génère comme déchets. Il y a aussi d'autres mines, hein, comme le cuivre, le cobalt, et pour en citer d'autres. Donc voilà, ça c'est... Et par contre, la richesse, et ça fait partie du génie marocain. Le génie marocain, la richesse ultime et vraiment la plus importante du Maroc, c'est son capital humain et sa richesse humaine.
Et tu en fais partie, Mike. Je sais. Donc, le génie marocain, même s'il a été, de par l'histoire, discriminé ou marginalisé, que ce soit quand la civilisation plutôt était centrée à l'Est, que ce soit les Asiatiques ou la civilisation musulmane, on a toujours discriminé le Maghreb, qui était, avant la découverte des Amériques, c'était le coucher du soleil, hein. C'était le Japon, le soleil levant, et le Maroc c'est la fin du monde, hein, donc on était vraiment au bout. Et avec toute l'émergence de toutes les civilisations qui ont émergé, le Maroc, même s'il y a contribué grandement, je donne l'exemple de l'Andalou, hein. L'Andalou était sous l'Empire marocain, chérifien, et ça restait toujours à l'ombre de la civilisation centrée à l'Est, à Damas ou à Bagdad. Voilà, et ce génie marocain, il est là dans tous les domaines, dans les mathématiques, dans les sciences théologiques, dans la géographie, dans Ibn Battuta, Averroès, et j'en cite que quelques-uns, hein, qui sont d'origine marocaine, qui sont grandis, voilà, et qui ont contribué grandement à la science. Ben, ce génie marocain, il est perpétuel et perpétue. Et ce melting pot aussi de culture d'ethnie au Maroc ne fait que enrichir, rien que d'un point de vue linguistique, on recense 9 dialectes au Maroc. Pour un petit pays, avoir 9 dialectes, c'est mine de rien, plus les langues étrangères. On a été aussi, même l'histoire marocaine, elle est toute singulière. On est le, le seul pays qui est resté indépendant de l'Empire musulman, qui a gouverné de l'Iran jusqu'en Algérie, et il n'a jamais été au Maroc. On reste très singulier. Et même dans notre colonisation, le Maroc a été occupé par plusieurs. Il a été découpé entre le Portugal, l'Espagne, la France, des zones internationales comme Tanger. Et même dans sa décolonisation, il a été fait par étapes, par négociation du cas par cas, parce que cette multi-ethnicité et cette richesse du Maroc fait que il y a un génie dedans, et je suis pas chauvin, hein, mais je le suis un peu. Et je suis fier de faire partie de cette nation. Effectivement, ouais, effectivement, je partage ton opinion là-dessus. Moi, étant le fruit d'une union entre un père portugais et une mère marocaine, donc du coup, je comprends très bien là-dessus et j'ai beaucoup d'amour pour le pays, notamment là, et participer à ça. Donc, je te rejoins totalement, Joseph, là-dessus, je te rejoins totalement. Je, je switch également sur la question que j'allais te poser. Donc, la deuxième, c'était quel, euh, quel matériau est finalement le, le moins géré, le plus dangereux à l'heure actuelle au Maroc. Est-ce que tu l'associerais au plastique? Parce que finalement, pourquoi je te parle du plastique? Parce que je sais qu'il y a une initiative également qui s'appelle B7 Plastique, si je dis pas de bêtises. Mm. Je te laisse nous en dire un peu plus. Il y a cette initiative, je pense, elle est internationale, bon, gérée essentiellement par l'Europe pour essayer de limiter la pollution plastique, la pollution du plastique du macro jusqu'au microplastique, c'est-à-dire essayer de recycler, de trouver des solutions à ces problématiques. C'est et, et malheureusement, en fait, il y a bon, c'est pour ça qu'on demande toujours aux experts de parler. J'en n'en suis pas, mais je suis en train de relater ce que les experts disent. Au jour d'aujourd'hui, quand on parle aux gens du plastique, ils associent le plastique directement au sac de plastique ou la bouteille plastique. Et pourtant, c'est les moins polluants. Je ne dis pas qu'ils ne polluent pas, mais c'est les moins polluants par rapport. Et au jour d'aujourd'hui, c'est même les moins problématiques en termes de recyclage, s'il y a une chaîne de tri et de sélection qui est bien adaptée. Mais le gros, ce sont les gros plastiques comme les éoliennes au jour d'aujourd'hui. Il y a des cimetières à perte de vue aux Effectivement, États-Unis les et en pales Europe. d'éoliennes en Ouais, thermodurcissable.
Ouais, en Verre, thermodurci simple. époxy, Et, enfin pas verre époxy, je te dis une bêtise. Généralement, le verre s'associe bien au polyester. Donc verre ouais, polyester, ouais. effectivement. Et donc là, le textile, la plupart, bon, le PET qu'on utilise dans le plastique, c'est un autre grade et le même polymère qui est utilisé dans le textile. Blindé avec du coton, blindé avec de la cellulose, blindé avec d'autres choses, mais ça reste du PET. Et ça, c'est énormément problématique à recycler. On associe le plastique, comme je dis, à la bouteille plastique ou au sac plastique, et on fait tout. Et ça, c'est un problème, encore une fois, d'éthique de marketing, pour noyer là où il y a le problème. Au jour d'aujourd'hui, la quantité de plastique utilisée dans l'industrie automobile, la quantité de plastique utilisée avec le Dreamliner qu'on se veut qu'il soit le plus léger, ben, on en introduit énormément de composites. Déjà qu'on avait des gros problèmes à recycler les avions. Maintenant, en métal et en aluminium, maintenant avec le plastique et les composites, c'est encore amplifié. Donc, je pense qu'en termes de gros problèmes au Maroc, il y a un peu de tout. En fait, on partage, surtout qu'on est à la fourche entre Europe et l'Afrique. On est bien développé par rapport à pas mal de pays africains. On n'est pas peut-être moins développé que pas mal des pays européens, mais on est quand même, on partage un petit peu les... Ça, c'est un bémol d'être califourchon entre les deux continents et les deux civilisations. On partage aussi bien les avantages et les inconvénients des uns et des autres. Donc, je pourrais pas... Aujourd'hui, il y a une énorme industrie au Maroc automobile, hein. Le Maroc devient un leader africain en industrie automobile, ce qui génère avec comme déchets. Aujourd'hui, le Maroc était et il le redevient. Bon, il y a eu une énorme industrie textile qui s'est délocalisée vers l'Asie. Maintenant, elle commence à revenir après le post-Covid et elle vient avec ces problèmes. Euh, c'est encore très prématuré de dire voilà les gros problèmes de pollution. On a tous les matériaux de pollution au Maroc. Le gros problème, et c'est là où je mettrai le doigt par rapport à l'Afrique entière, il n'y a pas de législation correcte et solide en termes de ces déchets, que ce soit des déchets domestiques qui sont créés dans le pays ou même, et ça c'est encore plus grave, les déchets qu'on importe pour traiter, pour enterrer des autres pays développés. Ça c'est aussi un autre problème. Il faut que les pays occidentaux et développés mettent aussi des législations pour interdire certains exports de ces déchets vers l'Afrique, y compris le Maroc. Et parce que bon, si on veut préserver le berceau de l'humanité, il ne faut pas qu'on en utilise comme une poubelle, hein. Donc, ça, c'est. On a tous les déchets. On a les déchets domestiques, on a les déchets plastiques, on a les déchets minéraux, on a les déchets. Voilà, on n'a pas de législation, ça, c'est le bémol. On n'a pas de chaîne de tri. Est-ce que tu peux imaginer, Mike, au jour d'aujourd'hui, le Maroc, on importe des huiles alimentaires et on n'en avait pas de chaîne de recyclage. Aussi en Europe, pas tous les pays européens recyclent les huiles, c'est nouveau. Donc on est quand même on va dire à 20 ans de décalage entre le Maroc et l'Europe. Ça commence au jour d'aujourd'hui. Il y a une collecte de ces huiles déchets, mais malheureusement, il n'y a aucun traitement qui se fait au Maroc. Ils sont encore réexportés à l'Europe pour être traités, pour être encore. Donc, je pense qu'il faut qu'on mette en place, et ça commence, et je ne dis pas que ça n'existe pas, ça commence. Et on a commencé par mettre en place des chaînes de collecte. Il va falloir mettre en place des chaînes aussi de traitement de ces déchets, le recyclage. Je suis content que l'année dernière, notre ministre de l'économie au Maroc a inauguré une usine de recyclage de textiles et de carton, juste à côté de Marrakech. Voilà, ça c'est déjà une première initiative. Et les grandes villes commencent un peu à traiter tous les déchets domestiques et essayer de recycler en compost, en d'autres utilisations. Mais je pense qu'il va falloir aller vite pour éviter les erreurs qui ont été faites par ailleurs. Effectivement, effectivement. Et ça, et d'autant plus, ça donne plus de force à la thématique que tu mènes, les matériaux durables.
la durabilité, une économie circulaire. C'est des choses que tu défends et d'autant plus, c'est très important. Et effectivement, il faut en faire une force, sachant que les déchets, beaucoup de déchets, effectivement, partent de l'Europe et viennent finalement en Afrique. Ben, il faut. Bon, il y a des contrats qui se font, hein, des choses qui se font, et bon, bref, les choses se font avec l'aval des décisions, enfin, des dirigeants. Mais il faut utiliser cette force. Bah alors on reçoit les déchets. Bah finalement, on reçoit de la matière première. On reçoit la matière première de seconde vie qu'on n'a pas eu besoin de créer. On reçoit de la matière première qu'on n'a pas eu besoin, nous, de créer de notre propre sol. Et on la reçoit gratuitement, on est payé pour la recevoir. Pourquoi ne pas l'utiliser? Tu vois, tout l'enjeu. Oui, C'est ça qu'il exactement. faut, il faut tourner la roue. Tu vois, il faut d'en faire une faiblesse, une force, et voir comment on est capable de. On reçoit de la matière première gratuitement. Donc finalement, on va utiliser cette matière première gratuitement pour pouvoir innover et proposer des alternatives à, sur des sujets. Que penses-tu de... Oui, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est de la matière, il faut la voir comme ça. Sauf qu'aujourd'hui, déjà les pays développés, ils n'ont pas la capacité de la traiter. Donc, il va falloir alors, si on exporte, aussi aider ces pays africains à développer des technologies, faire un transfert de technologies adapté à ce qu'ils puissent. C'est pas juste on paye et puis voilà, c'est à eux de. Voilà. Et le problème, c'est que même si on dit on est gagnant, parce que bon, c'est exporté, puis nous, mais on est aussi perdant, parce que beaucoup d'enjeux politiques et géopolitiques qui sont dedans, qui font que c'est pas une méthode saine. Parce que c'est des problèmes. euh, il va falloir aussi que la pensée change des deux côtés du monde, le monde développé ou en sous-développement, ou en développement ou sous-développé. Il faut qu'on ait, parce que ces problématiques-là ne se résout pas. Le problème du réchauffement climatique ne se résoudra pas juste en traitant localement. Et mine de rien, le problème du réchauffement climatique, c'est causé par les pays développés, par les États-Unis et l'Europe et essentiellement maintenant la Chine et l'Inde. Mais c'est l'Afrique qui paye les frais avec le réchauffement climatique, avec le manque d'eau. Donc, il ne s'est pas maintenant demandé à l'Afrique de résoudre les problèmes du réchauffement climatique et de fixer les problèmes. Non, il faut qu'on le fixe tous ensemble parce que déjà, nous, on n'a pas créé, donc il faut mettre la main à la pâte tous pour créer. La problématique du plastique, qu'on arrête de dire, ah oui, mais on va pacter ça, l'envoyer dans un navire et on va le traiter, je ne sais pas où. Non. On a tracé, l'Institut, là, l'initiative du plastique que tu en parlais, ils ont tracé du plastique qui a été produit en Afrique du Sud et on l'a retrouvé en Finlande. Au bout de quelques années, c'est retrouvé en Finlande. Donc, le microplastique n'est plus un problème juste parce que vous l'avez shippé de l'Europe dans des bateaux pour être traité en Afrique du Sud. Et puis, on est dans un schéma global, dans un schéma planétaire. Il faut qu'on y réfléchisse et qu'on ait les pensées pour le résoudre d'une façon planétaire et arrêter de mettre devant. Et c'est vraiment comme on le disait dès le départ, c'est problème d'éducation. C'est suprématie, non, c'est pas notre problème, non. C'est le problème de tout le monde. Il faut qu'on mette la main à la pâte, sinon il n'y aura pas d'avenir pour nos enfants sur cette planète. Effectivement. C'est vrai que j'ai fait j'ai volontairement pris le parti de défendre finalement cette approche, hein, quand je te parlais des déchets qui venaient en Afrique, pour dire, bah voilà, vous nous envoyez nos déchets, vos déchets, d'accord, on va en faire quelque chose. On va en faire quelque chose, et vous allez voir que ça va changer la donne. Voilà, c'était ça que je voulais Mm. défendre. Mais exactement, je suis à 100% d'accord avec toi, je partage ton opinion sur ce que tu as dit à 100%. Il faut une Effectivement, il réflexion faut une globale aussi réflexion mondiale. globale et mondiale. Ça ne peut pas passer euh, par une autre case. C'est obligé qu'on a cette réflexion globale et mondiale. Sinon, D'ailleurs, nous, c'est pas possible. dans la chimie durable,
et j'en suis content, j'en suis fier et content. Quand je suis rentré au Maroc, euh, en fait, j'avais participé à une école par l'American Chemical Society sur la chimie durable, la green chemistry, il y a maintenant 18 ans, peut-être, ouais, 17 ans. Et ben, par ce biais de cette formation, je suis devenu un ambassadeur de l'American Chemical Society. Et puis, je disais, quand je suis rentré en Europe, ah, ça c'est quelque chose que ça serait peut-être bien de la mettre en place au Maroc. J'arrive à l'université qui se veut, comme je l'ai dit, être tournée vers l'Afrique. Bon, bah, mon dream de la mettre en place pour le Maroc, bah, je l'ai mise comme étant africaine. Donc maintenant, c'est la première école africaine de chimie durable et environnementale. Pour pouvoir, comme j'ai dit, tout passera par l'éducation, pouvoir éduquer, former et mettre at the scale et mettre à échelle mondiale le savoir-faire africain et les pratiques africaines, du moins à l'échelle de l'éducation, pour pouvoir en tirer quelque chose sur l'impact sociétal et environnemental. Et par le biais de ça, et c'est là où le scientifique peut jouer avec sans frontières. Donc, par le biais de ça, on rejoint le mouvement mondial de chimie durable qui a été initié aux États-Unis, qui est maintenant pas mal de pays européens et même asiatiques qui rejoignent. Là, c'est des réflexions mondiales et c'est même un partage de savoir-faire, de formation. On reste dans l'éducation, on reste dans la recherche, essentiellement dans l'éducation, parce que tout passe par l'éducation. Et là, je m'en réjouis, je suis très content que après la première édition de cette école-là, ou même pendant, on a eu la réflexion de, de rejoindre le mouvement, et donc on a constitué le premier mouvement africain de chimie durable, Sustainable Chemistry. Comme ça, on va commencer à mettre nos forces, du moins à l'échelle du continent, pour l'éducation, pour bâtir un curriculum digne de chimie sustainable, pour former une nouvelle génération de chimistes qui vont réfléchir. Parce que bon, c'est pas un changement qui se fait en un an, 2 ans ou 5 ans. C'est un changement qui se fera peut-être on verra peut-être même pas l'impact, nous, mais il se fera sur d'autres générations. Mais c'est exactement ce qu'il faut faire en termes d'éducation, en termes de réflexion industrielle, en termes de réflexion, c'est de se mettre tous ensemble et travailler sans frontières, ni politiques, ni religieuses, ni raciales, voilà, voilà, et ni même de pouvoir dire on est les développés, moins développés, vous êtes sous-développés. Tout le monde demain, quand on a des 50 degrés l'été, tout le monde en souffre. Hein. C'est pas que, c'est pas que les blancs et les noirs, hein, tout le monde en souffre. Exactement, exactement. Je partage ton opinion Mm. là-dessus. Je partage totalement ton opinion là-dessus sur toute cette démarche pour pouvoir en fait euh, apporter plus de lumière, plus d'éducation, une meilleure façon de penser. Ça rejoint le début de l'épisode hein, quand on parlait de pluralisme, le fait de penser finalement la science au pluriel dans les approches qui permet d'ouvrir la fameuse expression out of the box, vraiment Mhm. être hors de la boîte pour pouvoir vraiment interagir au mieux. Et effectivement, j'allais te poser cette question parce on a eu la chance d'en parler en off, notamment par rapport à l'école que tu as mis en place. Euh, Parle-nous-en un peu plus. Moi, je suis passionné par rapport à ça. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, les sujets, surtout les thématiques qui ont été proposées lors de cette première édition? Je crois qu'il y a eu une première édition, c'est ça? Oui, oui, on a eu une première édition l'année dernière qui s'est faite, bon, comme toute initiative qui démarre, mettre en place les fondations. Ce qu'on a voulu, en fait, comme je l'ai dit, hein, c'était un rêve, quelque chose que je voulais, même quand j'étais encore en Europe, je voulais la mettre en place avec les collègues, parce que bon, j'ai jamais perdu les liens avec mon pays natal, donc j'ai contribué, j'ai aidé là où on m'appelle pour aider, donc où il y avait des réflexions. Mais puis après, quand je suis rentré, je commençais à y réfléchir et à la mettre en place pour le Maroc. Puis après, on l'a étendu sur l'Afrique, vu la mission de l'université qui se veut, comme je disais, un hub de l'éducation pour l'Afrique. Et donc, avant de rentrer, en préparant
ma stratégie de développement de ce centre de recherche, j'ai essayé un peu de regarder un peu les portefeuilles d'éducation en chimie, surtout en green chemistry. J'ai trouvé que ça reste encore très timide et très limité. En fait, il n'y a pas vraiment, comme ça s'est fait par ailleurs, hein, en fait, c'est vrai que c'est quelque chose de nouveau, hein. Le premier livre de Green Chemistry a été édité dans la fin des années 90, début des années 2000. Et l'Afrique reste encore un peu à la traîne par rapport au développement d'un vrai curriculum en, en Green Chemistry. Donc, du coup, on a décidé un peu de structurer les thématiques de cette école africaine se veut des cours intenses pour pouvoir initier et créer des ambassadeurs et puis inspirer les départements de chimie en Afrique. Donc, on a essayé de répondre à la chimie à la fois organique, inorganique, life cycle assessment, les process, quelles sont les meilleures stratégies pour rendre ces piliers de la transformation chimique, hein, de chemical science, le, que ce soit l'organique, l'inorganique, les solvants, les process, et même comment on peut faire pour trouver les indicateurs où il faut faire évaluer euh, la verdure ou pas. Est-ce que c'est vert ou c'est encore pas vert? Donc, ce qu'on appelle life cycle assessment. Donc, on a fait ces cours basiques qui permettront de développer des curriculums autour de ces thématiques, avec un cours transversal qui traite de c'est quoi la green chemistry? C'est quoi vraiment? J'étais quand même très étonné que les gens ici parlent de green chemistry. Quand on leur parle, c'est quoi les 12 principles of green chemistry? Et ils n'ont pas d'idée. Et pourtant, il y a un groupe, il y a quelques années, il y a un groupe dans les années 2000 en Éthiopie qui a créé un petit groupe de green chemistry avec l'appui de l'Université de Birmingham en UK et la Royal Society of Chemistry. Mais il n'est jamais sorti de l'œuf. Il est resté vraiment très local pour l'Université d'Addis Ababa. Mais là, il y a un groupe en Afrique du Sud, pareil, ils sont restés très locaux, développer leur green, ils s'appellent même Green Chemistry Group. Et nous, on voulait vraiment être cohésif et inclusif pour toute l'Afrique et pouvoir joindre les forces et pouvoir créer. Parce que c'est comme ça qu'on peut lancer des initiatives. Aujourd'hui, les industriels qui s'installent en Afrique, que ce soit des industriels de l'industrie africaine ou qui viennent d'ailleurs et qui parlent de sustainability, ben, ils ont vraiment un problème de trouver des gens qualifiés. Donc, et la plupart des gens qualifiés, ben, ils viennent d'ailleurs qui ne connaissent pas le contexte africain, qui ne connaissent pas le contexte local. Mais nous, pour résumer, on veut former le génie local. Exactement. Exactement. C'est ce qu'il faut faire, hein. C'est ce qu'il faut faire. Il faut passer par cette étape-là. Et ça, je trouve ça incroyable. Ces initiatives-là, je trouve ça incroyable. En tout cas, moi, je t'en félicite. Je Merci. t'en félicite, Merci, Youssef, mec. là-dessus, vraiment beaucoup. Et c'est magnifique parce que tu m'as donné ma transition toute faite. Tu m'as donné ma transition toute faite. J'allais te poser la question par la suite. Finalement, avec tout ça, là, on a parlé vraiment de matériaux durables. On a parlé de l'importance de l'éducation. On a parlé effectivement de la circularité. On a parlé de tout ça. Donc, finalement, tout ce qui englobe la durabilité et l'économie circulaire. Avec tout ça, Youssef, qu'est-ce que j'allais dire, j'ai mal formulé ma question, je vais la reprendre. Quelle est ta rétrospective de tout ça? Qu'est-ce que en sors de tout ça? Est-ce que tu t'en sors plus grandi? Est-ce que tu te dis, tu as pris plus de recul sur cette, euh, sur ces thématiques de recherche? Et également toi, en tant qu'être humain, comment tu te sens? Euh, je suis, comment dire, un mixed feeling. Ah, je ne sais pas comment on le dit en français, mixed feeling, hein. Je suis, euh, Ouais, tu es très content, quoi. T'es à effectivement. Califourchon, en fait, j'ai un pied là, il y a un pied là, c'est Ouais, un peu ouais, mixed. ouais, Je suis inquiet ouais, mixed feeling. par les pratiques mises en avant aujourd'hui pour la durabilité.
Et ça, avec le recul, avec notre façon de consommer, on y revient, on y retourne là, c'est avec notre façon de produire, avec notre façon, et je me dis, est-ce que on va vraiment pas droit dans le mur? Et ça fait peur. Je sais pas, Mike, c'est déjà rentré dans des usines de transformation, voilà. C'est par ce caprice humain qu'on cherche la qualité, qu'on cherche le plus performant, on cherche, comme je dis, le plus rapidement implémentable. Et ça, c'est vraiment pour moi, c'est des caprices. Et de l'autre côté, je suis confiant parce que il y a une certaine renaissance elle n'a jamais été, morte, la conscience humaine, et heureusement, elle est toujours là, présente. Les gens conscients de partout dans le monde, il y en a toujours. Il y a des têtes pensantes qui tirent la sonnette d'alarme au bon moment et aux bons endroits, qui n'ont eu cesse d'alerter sur certaines pratiques. Et j'en suis content parce que ça rassure. Ça rassure que, voilà, à un moment donné, il va falloir s'asseoir et se dire, il va falloir fixer tout ça. Il va Tout, falloir fixer ouais, tout tout à ça. fait, Mais tout à dans un fait. premier temps, il va falloir commencer par soi. Oui, oui, Et travailler j'en sur soi. suis, j'en suis convaincu. Si chacun y met du sien, si chacun met son effort, son propre effort dans sa propre sphère, et, et on ne dit pas que oui, mais c'est micro, ça ne se verra pas, ça n'a aucun impact. Oui, mais ce petit minuscule microscopique ou je ne sais pas, nanoscopique effort, si tu le multiplies par 8 milliards, bah, ça fera quand même un boom. Effectivement, soyez 1% Oui. meilleur tous les jours, vous allez voir, vous allez faire pas mal d'effets Voilà, boule de neige. c'est petit à petit, il va falloir changer nos façons de voir, nos façons de produire, nos façons de consommer, nos façons de percevoir les choses, les façons de, voilà, C'est ce qui est le plus euh, difficile, hein, Youssef. Franchement, je trouve c'est que bon. c'est vraiment le plus difficile. D'aller à l'essentiel que du futile, quoi. C'est, tu sais, c'est cette notion. Moi, des fois, on me parle de sobriété. Moi, je l'aime pas cette notion de sobriété. Et pourtant, je défends tous ces mécanismes-là, mais je l'aime pas trop parce que pour moi, c'est aussi se faire du mal et vouloir appliquer un mal pour essayer de se contrôler, de se réfuter. Et je pense qu'il faut consommer mieux. Et consommer mieux, ça revient exactement à ce qu'on disait, c'est le matériau au bon endroit, des objets qui ne servent à rien. Pourquoi on va développer de la technologie dessus? La paille, ça sert à rien. Pourquoi on développe une technologie dessus? Euh, Consommer mieux et réfléchir mieux, c'est consommer moins et plus intelligemment. Hmm. Et l'homme, alors ça peut choquer de dire consommer, mais on consomme, hein, tout le monde consomme. Je veux dire, même les animaux, bah, ils consomment la flore, et les carnivores consomment les herbivores, et c'est une chaîne. Donc le mot consommation entre dans le mot de la vie, mais raisonnable. C'est-à-dire Raisonnablement. raisonnablement, effectivement, raisonnablement, de manière responsable, et ne pas surconsommer au nom du, j'allais dire, du dieu de l'économie, tu vois ce que je veux dire, pour donner, pour Oui. imager, bien sûr, hein, Hmm. pour imager. Euh, voilà, En fait, c'est incroyable. et quand on revient, notre modèle, le modèle d'aujourd'hui qui est adopté, c'est l'économie de consommation. On ne peut pas, notre croissance économique est bâtie sur la consommation. Il n'y a pas de consommation, il n'y a pas de croissance. Il va falloir peut-être aussi mettre à plat ce genre de modèle là, et malheureusement, et encore là, c'est encore une question plus profonde. Au jour d'aujourd'hui, euh, avant, même ce modèle-là de consommation, d'économie bâtie sur la consommation, le taux de croissance bâti sur la consommation, on produisait du bien, on produisait des goods, des choses matérielles qu'on touche. Maintenant, la grande partie de notre production est tech et futile. C'est C'est clair, c'est c'est- clair. C'est incroyable, c'est incroyable. la grande production, les gens se font beaucoup d'argent sur les réseaux sociaux. Et qu'est-ce que ça a Exactement, produit? exactement. Qu'est-ce que quelqu'un a mangé un épisode TikTok?
c'est clair. Et Il ça s'est assiété altère, avec. et également ça altère l'esprit. Oui, exactement. Donc on Exactement. consomme et en consommant on se détruit. Donc c'est la définition d'une drogue. Oui, Moi oui, je pars de ce et principe-là. puis on consomme du futile sur Du lequel futile, du futile. énormément de matériaux, de matières premières qui pouvaient être allées ailleurs pour consommer et pour produire du bien qui fera de, on en produit pour consommer des trucs. On ne consomme pas, ils ne consomment. Exactement, exactement. J'allais te dire le petit clin d'œil, j'allais te dire, du coup, c'est ça ton conseil pour les générations futures, ne consommez pas TikTok. Non, C'est un non, mais cliché, bien sûr, excusez-moi, j'ai petit toute cliché. chose. Tu sais, dans ma philosophie de tous les jours, c'est d'être médian, ni moins, ni l'excès, ni se restreindre, ni l'excès. Dans tout, dans la vie, dans tout, il faut être toujours dans le juste milieu, pas d'excès dans quoi que ce soit, dans tout, hein. L'excès mène toujours à la destruction. Et se priver, ben, ça mène aussi à la destruction psychologique. Donc, il faut être dans le juste milieu, dans sa consommation, dans sa lecture, dans ses blagues, dans sa consommation de, de social. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Effectivement, cette notion moi j'aime bien cette notion d'aiguille, tu sais, où tu tends d'un côté, hop, ça revient de l'autre trop rapidement. Et finalement, c'est ça, hein, l'excès amène à notre excès et Oui, il ouais, n'y a plus de faut, stabilité. il y a pas Effectivement, la il y a un meilleure mouvement, une sorte. stabilité, c'est de rester au milieu. Voilà, effectivement. Donc, le conseil, donc du coup, c'est ton conseil pour les générations suivantes. Restez Oui, toujours centré, rester restez au toujours. milieu, faites vos Oui, propres expériences, mais jaugez toujours de ne pas être dans l'excès. ouais, éviter les excès, que ce soit positif et négatif, ça c'est le conseil, et rester sur l'essentiel, parce que c'est ça qui restera dans tout, hein, dans notre relation, dans notre matériau, dans notre bien-être, rester sur l'essentiel. Bah Ça écoute, c'est, super, 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 je partage ton opinion là-dessus, effectivement. Investissez sur vous. 1% ouais. par jour, c'est rien, mais à la fin de l'année, c'est beaucoup. Ah oui, c'est 365 fois 1%. C'est beaucoup. Donc Ouais, franchement, je vous c'est, encourage. Croyez en vous et je vous encourage, les amis. Vraiment beaucoup. Écoute, Youssef, je pense qu'on arrive à la fin de l'épisode. En tout oui, cas, je t'en remercie, c'est incroyable. Moi, j'ai passé un moment genre incroyable. Incroyable avec merci toi beaucoup. là-dessus. Euh, Je t'ai pas draw mon matériel alors. Ou là, tu l'as imaginé. j'arrive. J'allais poser la question. Généralement, je termine toujours comme ça. T'as vendu la mèche, tu savais la question. Non, parce que ton émission, c'est de remettre un matériel. Donc, je me suis dit, bah, attends, quel matériel il veut que je lui. Où Mais est-ce tu m'as tu vas le deviner alors? alors, mais tu sais, tu m'as dessiné déjà au cours de cet épisode, tu m'as dessiné la vision, ta vision d'un matériau durable. Ouais, Et ce qui est intéressant et ce que je retiens moi dans cet épisode, c'est que ta vision d'un matériau durable n'était pas que portée par la matière, mais elle était portée par tout un monde socio-économique et également d'éducation. Et également, à la fin, on a parlé de matériaux. Donc, c'est ça qui est intéressant. Comme quoi, le matériau, c'est vraiment un stade de la matière qui parle à l'homme parce qu'elle évolue dans la même temporalité que l'homme. Donc, c'est ça qui est super intéressant. exact. Et du coup, cette belle transition me fait te poser la question signature du podcast. Youssef, si tu serais un matériau, lequel serais-tu et comment tu te définirais? Écoute, moi, je vais donner à César ce qui est à César. Un matériau qui a accompagné la civilisation humaine tout au long de. D'ailleurs, je t'invite, il y a un joli livre sur ça. C'est le bois. Le bois, je suis fasciné par le bois pour plusieurs raisons. Et, et tu vas voir, je vais t'évoquer certains éléments. Ben, c'est un matériau qui résoudra tous nos problèmes aujourd'hui de la société en utilisant le CO2. La forêt nous fait du bien, hein. Utiliser tout ce CO2 pour pouvoir euh, nous fournir un matériau à multiples usages. Je dis, d'ailleurs, dans l'histoire,
tu trouveras l'âge du bronze, l'âge de tous les métaux, mais tu ne trouveras pas l'âge du bois. Et pourtant, le bois a accompagné l'être humain depuis les premiers feux. Et jusqu'à aujourd'hui, on ne se passe pas du bois. On l'utilise, on l'utilise dans toute notre vie et dans même dans les produits chimiques, hein. Quand on dit les matériaux, la chimie durable, les premiers dérivés de la cellulose, c'est un matériau qui vient du bois, en fait, qui est transformé. Et, et encore plus fascinant, ça a accompagné, ça répond à énormément de besoins. Aujourd'hui, on fait du bioéthanol à partir du bois, on fait des matériaux à partir du bois, ce qui est la vocation de ce SMAP. On fait des matériaux de construction, hein, la première chose, les matériaux d'ameublement. On essaye d'augmenter les performances, hein, du bois. On a retrouvé des constructions vieilles de, de milliers d'années, hein, qui sont encore debout, qui sont construites avec du bois qui est bien traité, qui est performant. Et ce qui est plus fascinant dans la forêt, le bois avant de le construire, de le couper, c'est la valeur ajoutée qu'il ramène à l'humanité en termes de régulation de l'atmosphère, en termes de régulation de CO2, en termes de pas mal de choses que si on avait mis l'accent dessus, on n'aurait pas été dans ce problème de réchauffement climatique. Encore plus profond, c'est un exemple de société. Tu sais que euh, les arbres communiquent d'une façon très, 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 très sophistiquée. C'est un network, vraiment un réseau, un Le network de, mycélium, commu- ouais, de communication, les de champignons. communication, et même on a prouvé, et c'est prouvé scientifiquement, qu'ils s'entraident plus que la communication. On a privé des arbres de nutriments, on les a donnés à des arbres voisins et on voyait la communication du carbone tracé qui passe d'un arbre à l'autre pour pouvoir l'alimenter, pouvoir le maintenir. C'est quand même un modèle de société qu'on devait être. Donc tu Exactement, vois, tu vois, exactement. tu vois comment c'est. Donc tu serais du bois. Ah, je serais du bois sans aucune. Incroyable, incroyable. Non, mais je Et partage ton opinion. un petit clin d'œil à Philippe Dubois. Je serais du bois, ouais. Mais écoute, incroyable, incroyable. Matériau effectivement complexe, hein. C'est Ah un oui, composite. c'est un Un composite composite. effectivement en termes de matière, c'est-à-dire qu'il est composé de différentes matières, et également structurel, parce que Ah oui, les orientations, notamment dans le bois où l'hémicellulose est orienté à un certain angle et tout ça, si je dis pas trop de bêtises, ça doit être ça. ah, Euh, voilà, et la diversité de effectivement. composition, la diversité de structures. Aujourd'hui, on utilise énormément le bois pour s'inspirer, pour pouvoir des structures qu'on n'arrive pas à mimer, hein. On essaye, mais on n'arrive pas. C'est utilisation dans plusieurs domaines, hein. C'est pas, maintenant, ça dépasse au-delà les domaines classiques d'utilisation de bois. Allez, au jour d'aujourd'hui, on a le verre transparent qui est fait à partir du bois, hein, ou transparent wood, où on essaye de faire des vitres transparentes à partir de ça. Donc, c'est quand même, on arrive, c'est très fascinant qu'on n'arrive pas au bout de découvrir les facettes, les multiples facettes du bois, en termes de composition, en termes de structure, en termes d'organisation, en termes d'utilisation, on a découvert à l'échelle moléculaire, on a découvert à l'échelle macromoléculaire, à l'échelle organisationnelle, à l'échelle nanométrique, à l'échelle macroscopique. On le retrouve partout. Les dérivés du bois, on les retrouve depuis des centaines d'années, depuis de- malheureusement de l'explosif, la nitrocellulose jusqu'à les habits, jusqu'à la mousse à raser, c'est carboxyméthylcellulose, hein. Bon, tu te rases pas toi, Mike, mais J'ai fait un choix. J'ai fait un choix, je tu garde ma barbe. préserves la forêt alors. Je préserve la faudrée et l'écosystème, tu sais. Et tu préserves, Microbiologique. et tu préserves aussi les dérivés de cellulose. Donc voilà, le bois est quand même une ressource fascinante Oui, oui. et il y a un modèle sociétal à suivre de communication, d'entraide et de survie ensemble. Exactement. J'allais dire effectivement que le bois et la forêt, finalement, est-ce que c'est pas la question de remis un matériau de l'humanité?
Ouais, exactement. C'est pas Effectivement. qu'il y a Youssef, mais je pense que c'est le poumon de l'humanité. C'est énormément de Hmm. bienfaits, d'impact. Ça, c'est le matériau. Le matériau a un impact sociétal, environnemental, économique, tout ce que tu peux imaginer, Mike, c'est dans le bois. Ouais, incroyable. Bah, je partage ton opinion. Bah écoute, Youssef, en tout cas, merci beaucoup. Ça a été incroyable. Et je retiens cette fameuse question dans mes matériaux. Je la retiens. Allez, je vais clôturer par la- le côté promotion de l'épisode. En tout cas, merci de nous avoir écoutés, Youssef et moi. Je vous en remercie énormément, les amis. Je vais vous dire, écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous mettre vos questions en commentaire. Youssef et moi, on aura plaisir de vous répondre. Pour cela, pour nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime, le commentaire, je vous l'ai dit à l'instant. Si vous êtes plutôt audio, vous avez Spotify, Apple Podcasts, Deezer, des plateformes, vous pouvez nous suivre également. Si tout ça, ça vous ennuie, vous avez une newsletter. La newsletter est intéressante. Vous vous abonnez, vous recevez directement les épisodes dans votre boîte aux lettres. Bon, c'est peut-être plus cool. Effectivement. Sinon, vous retrouverez l'ensemble des épisodes sur le site Dromia Matériaux. Et également, si vous souhaitez nous soutenir un peu plus, donc soutenir financièrement le podcast, on a un Buy Me a Coffee. En gros, on partage un café ensemble. Moi, c'est mon plaisir. Moi, j'adore le café, donc. Et je terminerai pour vous remercier tous. Et pour finir, Youssef, as-tu un mot de la fin à partager? Bah, mon mot de la fin, c'est de te remercier de m'avoir invité, de te remercier pour cette excellente initiative que je trouve charmante et élégante en termes de contenu et de contenant aussi, et de la mettre à la disposition de la communauté francophone dans la science des matériaux, qu'on se partage nos idées dans notre intimité française. C'est une excellente initiative et je te souhaite à tous ceux qui te suivent et qui nous écoutent au jour d'aujourd'hui un agréable futur sustainable, durable. Eh ben, c'est parfait. Merci beaucoup, Youssef. Ça me Merci. touche. Merci beaucoup. Merci beaucoup, les amis. Bah, écoutez, on se retrouve pour un nouvel épisode très bientôt de Dromia Matériaux, votre podcast qui parle de science, de matériaux et d'expérience humaine, comme vous avez pu le voir. Allez, à très vite.